Nous sommes le mardi 29 avril 2025 à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. Monsieur André Hoffmann, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Nous allons parler de cette carrière extrêmement diversifiée, une carrière aussi qui voit en vous un homme engagé dans diverses actions, respectueux de la planète et je dirais qui a grandi, j'allais dire, aux mamelles de cette planète et qui en est aujourd'hui extrêmement conscient et que vous défendez avec beaucoup d'ardeur. Vous êtes né le 31 mai 1958, vous avez donc 67 ans. Pour vous, évidemment, il y a un environnement de base. Vous êtes l'arrière-petit-fils de celui qui a fondé la célèbre firme Hoffmann-La Roche. Alors, quelques mots sur les origines et également comment vous l'avez perçu lorsque vous avez pris conscience de ce qu'était cet univers familial. Alors oui, comme vous le dites très justement, j'ai 67 ans et j'ai donc eu l'occasion au fil des années de réfléchir à plusieurs reprises à ce que c'était 4 mois, une personne née dans un environnement tout à fait extraordinaire. Mon arrière-grand-père était effectivement un industrialiste qui a démarré une des grandes entreprises pharmaceutiques de la planète. Mon père, son petit-fils, était lui un grand conservateur de la nature. Il a beaucoup participé à l'élaboration du mouvement qui nous a menés vers la réalisation que la nature était quelque chose qui était non seulement joli, esthétique et culturel, mais aussi indispensable à la vie. Et je crois que la combinaison des deux a été pour moi quelque chose d'assez formateur. Le fil rouge qui relie les deux activités, c'est évidemment la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Comment est-ce qu'on peut la protéger? Alors la biodiversité, la nature, les écosystèmes, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir préserver, sur lequel l'homme a eu une influence fondamentale ces 100 dernières années. Et de l'autre côté, une entreprise qui a maintenant 127 ans, dont le but est d'aider le patient, c'est-à-dire d'aider la vie et, si possible, de la sauver en cas de maladie. Tout au départ de cette aventure pharmaceutique, que savez-vous des intentions de votre arrière-grand-père? Qu'est-ce qui l'a amené, au fond, dans cette direction-là? Et quelle était sa formation de base? Et ça, c'est un itinéraire très intéressant. Il a fait plusieurs tentatives. Il venait d'une famille aisée à Bâle. Il a fait plusieurs tentatives dans différents métiers différents. La chimie était quelque chose qui lui est venu un petit peu plus tard. Il avait en particulier acheté une propriété qui faisait du thé au Sri Lanka, à Ceylan à l'époque, qu'il a exploité pendant quelques années. Et puis il a commencé avec un de ses amis une pharmacie. Et l'idée de la pharmacie, rapidement, pour lui, est devenue comment est-ce qu'on arrive à créer des substances qui sont standardisées. C'est-à-dire, si on va voir un pharmacien pas de très bonne humeur, on a une poudre préparée dans l'arrière-boutique qui n'est peut-être pas aussi bonne que celle qu'il aurait préparée 2 heures auparavant ou 4 heures plus tard. Alors, comment est-ce qu'on standardise? Donc c'est l'époque où l'industrialisation s'applique à beaucoup de secteurs différents. Comment est-ce qu'on crée des grands courants, des grands produits pour le grand public? Et donc la pharmacie fait partie de ce mouvement, et lui est parti directement de tout ce qui est l'activité pharmaceutique, alors que la plupart de nos concurrents sont partis de l'activité chimique pour aller vers la pharmacie. Donc il y a un itinéraire un petit peu différent. Maintenant, on s'aperçoit bien aujourd'hui qu'en fait, 127 ans plus tard, l'idée d'une médecine bonne pour toutes n'est pas la bonne. Aujourd'hui, la médecine doit être beaucoup plus spécialisée, beaucoup plus individualiste. Les Américains parlent de médecine de précision. On peut essayer à identifier les pathologies individuelles de chaque patient d'une manière qui devrait permettre de nous donner des traitements individualisés. Donc, 127 ans plus tard, on revient à cette notion d'individu plutôt que cette notion de groupe de groupe de patients. Et je trouve ça absolument passionnant. Vous parliez de cette famille qui était déjà aisée au départ. Que sait-on de l'origine, au fond, je dirais de la fortune familiale dont a pu bénéficier déjà votre arrière-grand-père? Je pense que, dans le même souci de ce que nous venons de dire, si nous parlons uniquement d'individus, on capture qu'une petite partie de la chose. Je pense que Bâle elle-même, la ville de Bâle, à la frontière entre l'Italie, l'Allemagne, enfin,
pas très loin de l'Italie, pas à la frontière évidemment, l'Allemagne, la France et la Suisse, sur le bord du Rhin, a développé avec un modèle de stabilité politique assez extraordinaire. Il n'y a pas eu de conflit armé à Bâle depuis 500 ans, malgré les guerres mondiales qui ont traversé toute la région. On est arrivé à créer un îlot de stabilité dans lequel des familles de commerçants se sont développées et dans laquelle il s'est développé une activité, par exemple, de ruban de soie qui a mené à l'industrie de la chimie à cause des colorants, la chimie de masse, puis la chimie fine comme la pharmacie. Et je pense que la raison pour laquelle les Hofmann de l'époque étaient aisés, c'est parce qu'ils avaient participé à tous ces mouvements les uns après les autres. Ils ont été tisserands, ils ont eu des activités de banque, ils ont eu des activités... ils font partie de ce qu'on appelle à Bâle le dike, la patte, la base de ce qui était l'économie de l'époque. Alors évidemment, c'est pas la même économie pour tous, mais ça donne à une certaine partie de la population les outils nécessaires pour aller voir ailleurs, pour aller faire des choses et pour entreprendre. Alors vous naissez en 1900... Alors spécifiquement pour revenir à la famille, un des grands arrière-grands-pères était cordonnier, était tisserand, donc des gens qui faisaient partie des guildes des Zunft de la région et qui ont pu continuer à exercer cette activité d'entrepreneur qui, je crois, a été très, très importante pour la ville de Bâle. Alors cette proximité avec d'autres nations qu'on trouve à Bâle, est-ce que vous la comparez aussi à ce qu'a vécu Genève, où on a vu également l'attraction que cette ville portait, par exemple pour les banquiers, pour l'industrie, et qui a constitué au fond cette entité. Est-ce que les deux villes sont en quelque sorte cousines, selon vous ? Oui, Bâle a été beaucoup plus indépendante pendant beaucoup plus longtemps. Genève a été historiquement ballottée entre différents régimes jusqu'en 1815. Mais oui, le fait que la Suisse ait su créer un îlot de stabilité sur les 700 dernières années, individuellement ou collectivement, ça a certainement joué un rôle dans l'incroyable influence que ces villes ont pu avoir sur la planète. Je veux dire, que le fait qu'il y ait à Bâle deux des plus grandes zones pharmaceutiques du monde, c'est impressionnant. Le fait que Genève, avec à peine son demi-million d'habitants, influence la politique internationale à un niveau mondial, c'est aussi très impressionnant. Moi, je prends toujours l'exemple du magazine quand je suis en Inde ou quand je suis en Chine ou quand je suis en Afrique. J'ouvre le journal local, à la dernière page, il y a la page de la météo. On dit à New York, il fait ce temps-là, à Boston, il fait ce temps-là, à Genève. Pourquoi Genève ? Genève, c'est tout petit, ça ne représente pas grand-chose. Mais apparemment, les gens à Ouagadougou ou à Kuala Lumpur veulent savoir quelle température il fait à Genève. Moi, je trouve ça très symbolique. Mmh. Vous naissez en 1958 et c'est le milieu de la nature. Votre père est ornithologue. Donc, les premières choses que vous entendez comme enfant quant aux valeurs, est-ce que sont précisément celles de la nature ? Parce qu'il y a l'industrie, il y a tout cet héritage familial. Dans vos souvenirs les plus anciens, quels sont au fond les éléments les plus marquants pour vous ? Alors, nous sommes en Camargue, nous sommes dans le delta du Rhône, nous sommes donc à 600 km, 700 km de Bâle. Beaucoup de gens sur place ne savent pas vraiment ce que c'est que Roche, que la grande entreprise familiale. Et au quotidien, on en parle en famille, mais on n'en parle pas avec les autres. Donc, d'une certaine manière, l'influence que ce pouvoir, il n'y a pas d'autre mot, aurait eu sur mon adolescence ou sur mon enfance, a été plutôt bien gérée. Je n'ai pas été très exposé très jeune à ce genre de choses. Par contre, nous parlions souvent, et mon père avait créé un institut où il invitait régulièrement des universitaires de toute l'Europe, mais aussi des États-Unis, qui venaient parler de nature, qui venaient parler de l'importance des zones humides, donc des marais, des lagunes, des mares temporaires, des flaques, des oiseaux. On avait tout un espèce de vivier d'échange qui se passait assez régulièrement. Je me rappelle en particulier d'un spécialiste hollandais qui adorait les bousiers. Vous savez, les bousiers, c'est ces petits... Et qui rentrait toujours de ses visites de terrain avec un nez tout brun. Donc le scarabée. Donc le scarabée, oui, absolument. Il fallait aller trouver le scarabée où il était, c'est-à-dire dans les bousses des vaches, enfin les taureaux de Camargue, bien sûr. Mais tout ce vivier, moi, j'en garde un souvenir très, très intéressant. D'abord, ça nous a permis de parler anglais, parce qu'on ne le parlait pas vraiment bien sur place.
Mais ensuite, ça nous a aussi permis de comprendre qu'il y a une vérité, que cette vérité, elle est scientifique. Alors ça ne sert à rien de dire le flamand est beau, il faut pouvoir dire le flamand est rose parce qu'il mange la petite crevette qui contient le bêta-carotène qui lui donne cette couleur. Et ça, je crois que ça a été très formateur. Votre plus vieux souvenir, quel est-il? Alors, à l'âge de 5 ans, j'ai eu un accident de voiture. Enfin, c'est pas moi qui conduisais, bien sûr, mais je me rappelle très bien de l'hôpital, je me rappelle très bien du retour. Ce qui s'est passé avant, c'est un petit peu plus difficile. C'est un peu confus. J'ai l'impression que j'ai reconstruit quelques souvenirs parce qu'on en parlait souvent. Vous avez été blessé dans cette... Oui, absolument. Oui. J'ai eu... la boîte crânienne a été... une fracture de la boîte crânienne, oui. Et à ce moment-là, donc... C'est là qu'apparaissent vos premiers souvenirs, en fait, aujourd'hui, quand vous vous rappelez l'accident. Et dans ces moments-là, quel était le petit garçon que vous étiez? Est-ce que vous étiez un être sociable, avec beaucoup de copains, ou plutôt solitaire? Bon, bien que l'entreprise était très éloignée, l'institut que mon père a fondé était quand même un institut où il y avait une 50aine de personnes qui habitaient, avec des enfants de mon âge qui jouaient partout. Donc, d'une certaine manière, les gens m'ont montré un respect plutôt à cause de mon père qu'à cause de moi-même. Ça, vous l'avez senti très vite? Très vite, peut-être pas. Je l'ai senti, j'ai un souvenir en particulier. À l'âge de 11 ans, quand je suis arrivé à l'école, parce qu'après avoir pris l'école primaire à la maison, nous sommes allés au lycée à Arles, dans le Bouches-du-Rhône, un petit peu plus haut, en haut du Delta. Et là, je me rappelle très bien les gens qui me disaient, tu sais, ton père, il ne sait pas comment utiliser la nature. Il laisse les marais sans s'en occuper. Et en fait, mon père m'a dit que ton père, je reprends un petit peu l'accent en disant ça parce que ça me rappelle que ton père n'utilise pas les marais et que donc il fait des choses qui ne sont pas bien pour le monde. Une sorte d'accusation de paresse, en fait? Une sorte d'accusation de mauvaise utilisation des ressources communes. Et là, j'ai perçu ça assez rapidement. Il y a deux vérités différentes. Il y a la vérité de l'agriculteur qui est là pour faire du riz, qui veut faire du riz intensément, et quand il voit un marais, il voit un futur champ. Et la réflexion de l'ornithologue, du scientifique, du conservateur, qui dit, ben voilà, la biodiversité qu'on trouve dans un marais est plus grande que dans une rizière, et que donc on contribue plus à la société en protégeant un marais qu'en faisant pousser du riz. Et ça, à l'époque, c'était le dogme. On ne pouvait pas questionner ça. Et ça a été un petit peu difficile pendant quelque temps d'être celui qui, non seulement qui vient d'ailleurs, puisque on était né en Suisse, mais qui était aussi celui qui proposait un futur différent. Si je peux schématiser ça, c'est descendre des montagnes pour aller dans les marais, pour dire aux gens qui habitent dans les marais comment ils doivent utiliser leurs marais. C'était vraiment pas gagné d'avance. C'est difficile. C'est pas évident. Est-ce que vous avez le sentiment que c'était la majorité des gens sur place qui faisaient ce reproche? Est-ce qu'au fond, les rizières ou le travail actif du paysan, c'était vraiment ce qui était, je dirais, la vocation dominante dans l'esprit des gens? Bon, là, je vais peut-être réécrire un petit peu l'histoire, puisque je peux parler de mon expérience maintenant par rapport... Je ne suis pas sûr que les choses étaient aussi claires que ça à l'époque, mais pour moi, c'est clair que si on doit s'opposer à une activité économique, il faut donner une alternative. Il faut essayer d'arriver à comment dirais-je ça, à exemplifier ce que l'on fait et créer de la valeur, aider à gérer le bien commun par opposition à gérer le bien privé. C'est un choix de société. Et ce choix de société, je ne suis pas du tout sûr qu'à l'époque, on avait les instruments pour le faire. Mais vous, comme enfant, lorsque vous étiez pris à ce type de remarques et de critiques, est-ce que vous sentiez déjà fait et cause pour défendre, au fond, cette vision de protection qu'avait votre père? Ou est-ce que vous avez été déchiré à un certain moment par rapport à ça? Bon, il y a certainement une solidarité par rapport à la famille. Hein. C'est ma famille, donc je la défends contre tous ceux qui s'y opposent. Déchirer, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais la réalisation qu'il y a une différence, qu'il y a deux poids, deux mesures, que nous n'étions pas les mêmes que les petits garçons ou petites filles qui ont joué. Oui, ça, il y a eu, mais ça n'a pas besoin d'être vécu comme une crise ou comme un déchirement. On peut très bien vivre avec.
Alors, vous parliez au début de cette volonté, au fond, de standardiser les médicaments, volonté de votre arrière-grand-père. Et puis, il y a votre père, qui, lui, a un amour, je crois, énorme pour les animaux, et les oiseaux en particulier, les zones humides, on va en parler aussi tout à l'heure. Est-ce que vous voyez un lien, en quelque sorte, entre une sorte de cohérence entre ce qui s'est passé avec votre arrière-grand-père et puis ce qui a été poursuivi avec votre père, Lucas? Alors, il y a une chose qui unit les deux, c'est cette volonté de vouloir faire quelque chose qui soit différent, de ne pas suivre tout ce qui s'est passé, d'avoir l'humilité de réaliser que quelque chose doit être fait. Il fallait protéger la Camargue, il fallait trouver des standardisations pour les substances, pour les thérapies dont le patient avait besoin. Et une fois qu'on a l'humilité de réaliser ça, comment est-ce qu'on peut avoir le courage d'aller le faire? Alors pour un entrepreneur, le courage il est évident, on prend un risque financier. Bon, plus facile à prendre un risque financier quand on vient d'une famille aisée qui refinance 2 ou 3 fois avant le succès de l'entreprise. Dans le cas de mon père, c'était un pari plus risqué, puisque bon, il avait effectivement les moyens d'acheter le territoire qu'il voulait protéger, mais il a dû le faire contre les gens plutôt qu'avec eux. Et je crois que ça a dû être... Enfin, maintenant, ça a bien changé tout ça, mais à l'époque, ça a dû être cette notion d'humilité et de courage me paraît importante dans les deux cas. Mais est-ce que vous avez analysé les raisons qui l'ont poussé à s'intéresser et à aller justement à cette création? Il y a aujourd'hui la réserve naturelle de la Tour du Vala qui était au fond au départ achetée par votre père et puis protégée grâce à son action. Est-ce que vous avez analysé les raisons de cet intérêt? Pourquoi prendre conscience, avant beaucoup d'autres, il faut bien le dire, avant beaucoup d'autres, prendre conscience de l'importance des zones humides, protection, je dirais, naturelle au sens vraiment total du mot? Alors, dans le cas de mon père, au début, il y a clairement les oiseaux. Très jeune, comme adolescent, avant la mort de son père et de son frère, il allait dans la nature observer les oiseaux. Il s'est aperçu que ces oiseaux partaient vers la Camargue, où il migrait une partie de l'année. Donc quand il est arrivé au niveau universitaire et quand il a voulu mieux comprendre comment fonctionnaient ces migrations, il s'est installé en Camargue. Il avait quel âge à ce moment-là, à peu près? Oh, il devait être très jeune, il devait avoir une vingtaine d'années, 21, 22, disons entre 20 et 25, juste pour donner un chiffre. Et il s'installe en Camargue, il décide d'y rester en fait plus longtemps que ce qu'il voulait, et puis finalement il s'y installe, il s'y établit. Il rachète la propriété de chasse du consul de Suisse à Marseille, qu'il transforme en zone protégée, mais surtout en terrain d'étude. Et très rapidement, on part des oiseaux vers le système. Alors c'est le début du mouvement de l'écologie comme science, pas l'écologie comme mouvement politique, et on commence à étudier comment est-ce que les espèces fonctionnent entre elles. Et on s'aperçoit que les oiseaux sont des espèces très utiles comme description de la qualité des milieux. Une population d'oiseaux bonne santé, ça veut dire un milieu en bonne santé. Et donc, assez naturellement, au fil des décennies, on passe vers la protection des milieux. Et dans le cas de la Camargue, la compréhension de quel est le milieu qui soutient l'activité en Camargue, c'est la zone humide. La zone humide dans le sens général, l'endroit où il y a plus d'eau que de terre. Et cette étude de la zone humide montre à quel point cette zone humide est en danger. Dans tout le pourtour méditerranéen, on assèche ces zones humides parce qu'on les considère comme non productives. Et donc est née cette mission de l'Institut de la Tour du Vala, qui existe toujours évidemment, que je préside, où nous sommes maintenant une centaine de personnes qui essayent de protéger et si possible de restaurer les zones humides méditerranéennes. Parce qu'on reconnaît que leur activité pour l'humain est importante. Donc on voit de l'oiseau au milieu, du milieu à la protection pour l'humain. Et c'est la référence que je disais tout à l'heure à la vie. Ce qu'on veut faire là, c'est pas sauver juste la nature parce qu'elle est belle. On veut la sauver parce que c'est la vie. Si on détruit la nature, eh bien, il n'y a plus de vie.
Alors, cette protection, elle va amener à des décisions d'ordre politique. Je pense en particulier à la Convention de Ramsar sur les zones humides. Alors, comment s'est organisée cette évolution jusqu'à tout à coup avoir des règles, des règlements et une reconnaissance internationale de cette nécessité de protection? Alors, on revient un petit peu sur le même parcours, la protection des espèces. On regarde les oiseaux. Comment est-ce que les oiseaux peuvent être protégés? Il y a un réseau international de gens qui aiment les oiseaux. Les oiseaux, c'est emblématique. C'est la liberté, c'est le vol, il ne connaît pas de frontières, on est à droite, on est à gauche. Donc, il y a une communauté internationale intéressée par les oiseaux. Et ils se réunissent de temps en temps dans des endroits spécifiques. Une grande réunion en Camargue qui s'appelait la Convention MAR, qui s'est installée au Sainte-Marie-de-la-Mer, organisée par mon père, à l'époque directeur du IWRB, le International Wetfall Research Bureau. Et ensemble, on essaie de mettre ensemble des intérêts communs. Et puis on s'aperçoit que c'est un problème international, et c'est un problème international, on se tourne vers les Nations Unies. Et la Convention de Ramsar est toujours encore la seule convention des Nations Unies, excusez-moi, qui couvre un habitat plutôt qu'un processus. Donc on ne parle pas de carbone, on ne parle pas de climat, on ne parle pas de désertification, on parle des zones humides spécifiquement. Et elle a gardé le nom de Ramsar, qui est une ville en Iran où la convention a été signée, puisque l'Iran l'a sponsorisée auprès des Nations Unies à l'époque du Shah. Alors précisément, c'est à l'époque du Shah que cette convention est signée. Alors est-ce qu'aujourd'hui, je me suis posé cette question, si les décisions historiques par rapport à l'environnement pouvaient être des sources de dialogue aujourd'hui encore. L'Iran, précisément, étant concerné du fait de cette localité de son pays, est-ce qu'aujourd'hui, au fond, c'est une occasion de poursuivre le dialogue avec les autorités actuelles en Iran? Alors, je crois qu'il y a deux choses là. Il y a un groupe de passionnés qui veulent absolument mettre en place une infrastructure internationale pour la protection des droits des droits de protection plutôt sur les zones humides, qui cherchent un sponsor. Et il se trouve qu'il y a en ce moment-là un ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement du Shah qui est un ornithologue intéressé à la nature et qui est prêt à sponsoriser ça auprès des Nations Unies. Ça c'est très spécifique, ça c'est très Ramsar. Maintenant, c'est clair que le bien commun, le seul bien que nous partageons vraiment tous sur la planète, c'est la nature, sous quelque forme que ce soit. Donc aujourd'hui, essayer d'entamer un dialogue autour du bien commun, autour du common good, comme on dirait en anglais, c'est bien évidemment une conversation qui a à voir avec les limites planétaires, avec la nature, avec le capital social, le capital humain et le capital naturel. Et c'est là où se profile cette espèce d'interface entre le protecteur de la nature avec ses bottes en caoutchouc et ses jumelles et le politique international qui essaie de créer un nouvel ordre mondial. Et cet ordre mondial, il va falloir qu'il s'occupe de nature. Et ça, je crois que c'est une question tout à fait pertinente. Une manière de rouvrir le dialogue avec les nations hostiles du moment, c'est en leur disant, mais voilà, nous partageons la même nature, essayons de le faire de manière respectueuse de tous. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une écoute au sein des autorités iraniennes du fait même au fond de ce rapport historique avec Ramsar? Non, je pense que, je ne suis pas suffisamment politologue pour pouvoir répondre précisément à cette question-là, mais je pense que Ramsar a été un moment dans l'histoire où il y a eu la concrétisation d'une volonté commune autour de la protection des zones humides. Le gouvernement actuel en Iran a un agenda différent. Ils ne sont pas vraiment nécessairement intéressés à ce qui se passe autour, ils sont plutôt intéressés à s'occuper d'abord de leur pays sur la base du programme qu'ils ont mis en place. Pour le moment, je ne vois pas de dialogue possible autour de la nature avec l'Iran. Par contre, avec d'autres pays, oui, bien sûr. Alors, il y a cette sensibilité de votre père et donc qui va influer beaucoup sur vous. Est-ce que autour de ce respect de la nature des zones humides, en particulier des oiseaux, se dessine aussi
je dirais, un enseignement éthique qui va vous marquer, vous comme enfant? Alors oui, vous mentionnez Oiseau. L'Oiseau, c'est un petit peu l'origine de l'histoire de l'Institut de la Tour du Vala et de la Convention de Ramsar. Mais évidemment, tout ceci est sur une vague qui a recouvert toute la planète, où on s'aperçoit que la nature n'est pas illimitée, que la nature est en danger, et que nous sommes en train de dépasser les limites planétaires sur pas mal de l'utilisation du globe que nous pouvons faire. Alors aujourd'hui, c'est plus juste une question de s'occuper de 2 ou 3 ressources. Il faut vraiment qu'on pense en termes de système. L'humanité est entrée dans ce que j'appellerais l'anthropocène. Nous sommes dans une ère où l'humain utilise la planète mieux que la planète peut aider l'homme. Et là, nous sommes donc en situation de déséquilibre qui va nous mener vers un futur pas très certain si on n'entre pas rapidement une activité commune. Donc si vous parlez de valeurs, c'est la mise en commun qui me paraît importante. Qu'est-ce que vos parents, je reviens toujours à votre enfance, à ces moments formateurs, qu'est-ce que vos parents vous disaient de ce qui était important, je dirais, au niveau conduite, au niveau précisément éthique? Comment est-ce que vous les définiriez, ces valeurs? Alors, merci de poser la question des parents, parce que ma mère a joué un rôle très important dans tout cela aussi. Ma mère venait d'Autriche. Elle était une déplacée politique, on appelle ça une... Déportée? Merci, déportée politique, puisqu'elle était née en République tchèque, et que lorsque de parents russes, et lorsque les Allemands, les Russes ont libéré cette partie de l'Allemagne, elle s'est retrouvée déportée en Autriche quand elle a rencontré mon père. Donc elle avait une grande expérience humaine de beaucoup de choses qu'elle a transposées en Camargue, et elle était un petit peu l'âme de cet institut. Mon père en était clairement le scientifique et le concepteur et le réalisateur, mais ma mère la faisait vivre de manière humaine, de manière interpersonnelle. Et pour moi, ça a été très clair que dès le départ, il y a ces différents capitaux avec lesquels il faut pouvoir travailler. Il y a le capital humain, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Il y a le capital social, comment est-ce qu'on travaille ensemble, et puis le capital naturel, qui est le cadre dans lequel nous pouvons travailler. Et ces valeurs-là, on les a acquises assez tôt. Moi, j'ai toujours essayé de passer à mes enfants un concept très simple. Vous devez penser aux autres. Donc, j'ai eu, je pense, la chance d'avoir une sœur qui était handicapée mentale, qui était trisomique. Et j'ai joué avec elle, elle était très proche de moi en termes d'âge. Et puis je me suis aperçu à un moment assez rapidement que gagner tout le temps, c'est pas drôle. Si on joue avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes moyens que vous, on finit par gagner tout le temps. Et ça, c'est pas très drôle. Donc je me suis mis à tricher pour qu'elle puisse gagner. Et ça, pour moi, ça a été un enseignement que j'ai essayé de passer auprès de mes enfants aussi. Il faut penser aux autres. Et penser aux autres, ça ne veut pas dire penser pour eux, ça veut dire penser avec eux. Et ça, c'est le sujet de ce que nous sommes en train d'essayer de discuter aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut mettre les choses ensemble pour le bénéfice de tous? Est-ce que vous avez eu une éducation religieuse? Non, pas du tout. Non, ma mère était russe orthodoxe. Mon père disait toujours qu'il était biologiste, ça n'intéressait pas beaucoup. Nous sommes allés à l'école nous sommes allés faire le catéchisme dans l'école réformée à Arles. Mais bon, c'était une demi-douzaine de dimanches par année. Qu'est-ce que vous gardez au fond de ces bribes d'éducation religieuse? Pour vous, qu'est-ce que ça a signifié et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour vous? Oula, un grand mystère. Je ne comprends pas pourquoi cette conviction religieuse a façonné tellement de l'histoire de l'humanité. Pour moi, cette idée qu'on se retrouve tous les dimanches en société, c'est une excellente idée. Le fait qu'on se retrouve tous les dimanches pour prendre des instructions à l'église pour comment il faut se comporter, là, j'ai beaucoup plus de difficultés. J'ai l'impression que nos valeurs intrinsèques doivent nous permettre de vivre une vie raisonnable en tenant compte des autres. C'est pas... dire que la responsabilité de notre vie sociale appartient à un ordre différent que le nôtre m'interpelle. Je trouve ça assez contradictoire. Vous définiriez comme agnostique, peut-être? Plutôt athée. Plutôt athée. Plutôt athée, oui. Alors,
ce sens de l'autre que vous enseignent vos parents, se rappeler la valeur de l'autre, vous donniez l'exemple de votre sœur, comment est-ce que vous la viviez, vous, enfant, je dirais, de famille fortunée, par rapport à un univers qui, évidemment, l'était certainement moins autour de vous? Quels sont vos souvenirs de ce que vous disiez comme enfant et en mûrissant? C'est très difficile parce que nous sommes en train d'essayer de nous rappeler de ce qui s'est passé à 60 ans. C'est un petit peu difficile d'être précis. Moi, je veux bien vous parler de ce que j'en ai gardé. Et ce que j'en ai gardé, c'est cette notion qu'il faut avoir une certaine flexibilité mentale. On ne peut pas espérer que tout le monde pense de la même manière que nous. Et de la même autre manière, on ne peut pas dire que nous avons raison et que les autres ont tort. Il faut essayer de créer cette espèce de passage entre différentes mentalités. Et cette flexibilité intellectuelle, cette espèce d'élasticité, ça me paraît... c'est ça la vraie intelligence, c'est la faculté d'adaptation. Comment est-ce qu'on peut s'associer avec différentes idées en différents endroits, sans renier ses principes, bien sûr, hein, les valeurs fondamentales, l'intégrité, le courage, l'humilité en général. Moi, je pense que ce sont des valeurs qu'il faut absolument qu'on porte avec soi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ait toujours raison ou qu'on ait toujours tort. Donc il faut essayer de composer avec ce qui se passe autour de soi. Quand je suis arrivé au pensionnat catholique Saint-Charles, où j'ai fait les 3 premières années de mon lycée, je ne pensais pas comme les autres, mais je ne pensais pas que je pensais mieux ou moins bien. À ce moment-là, qu'est-ce que vous envisagiez de faire? Qu'est-ce que vous aviez envie de devenir sur le plan professionnel? Moi, j'avais beaucoup pensé à la médecine. Je pensais que ce serait une activité qui pourrait me permettre justement de s'occuper des autres, d'être proche du voisin, de pouvoir partager quelques valeurs d'humanité, tout bêtement. Je me suis aperçu après 3 ans d'études, que d'abord, c'était pas facile, il y avait des examens qui étaient très compliqués, faut quand même le dire, mais aussi après avoir fait quelques stages dans les hôpitaux, que le patient n'est pas forcément un humain comme celui avec lequel nous aimons commercer. Je veux dire, un patient est atteint, il est dans une situation difficile, il est dans un mode de survie, d'essayer de guérir. Et ça, c'est pas forcément les principes humanistes que j'aimerais voir. Ce que j'aimerais voir, c'est le partage, c'est la discussion, c'est la manière d'échanger autour des différentes valeurs. Peut-être même la passion qu'on retrouve chez certaines personnes. Et ça, chez un patient, on est dans une situation différente. Une patient, c'est une situation artificielle, subitement. Une pathologie vous change. Donc je me suis dit, c'est peut-être mieux d'aller dans une école de gestion. Et c'est là où je suis parti à Saint-Gall pour étudier le management. Alors justement, cette observation du monde, ces disparités, ces injustices, injustices sociales en particulier, au fond, quelles étaient vos réflexions par rapport à ça? Qu'est-ce que vous disiez qui pouvait être fait par rapport au fond, à un monde aussi inégal qu'est le nôtre, qu'est notre planète aujourd'hui encore? Alors, c'est peut-être un hasard, ou c'est peut-être normal. Le monde a changé autour de nous de manière assez synchrone avec mon existence. Les 65 dernières années ont fait beaucoup de choses différentes. Quand je suis né, il y avait 2 milliards et demi, 3 milliards de personnes sur la planète. Il y en a 8 milliards maintenant. On a créé une prospérité assez inoubliable, assez incroyable, puisque les 8 milliards de personnes d'aujourd'hui vivent mieux que les 3 milliards vivaient à l'époque. Donc on est arrivé à vraiment faire beaucoup de choses avec ce qu'il y avait autour de nous. Maintenant, on a fait cela en scientifisation, si c'est possible de dire ça, en rendant plus scientifique la manière de créer de la valeur. Et donc on s'est consacré sur, c'est ce que nous évoquions à Building Bridges la dernière fois, on s'est consacré sur cette maximisation du profit immédiat. L'entreprise doit faire de l'argent, cet argent est redistribué à la société, et c'est la prospérité, c'est comme ça qu'on crée la prospérité qui va nous permettre d'avoir la paix et le bien-être. Bon, aujourd'hui, 70 ans plus tard, peut-être un petit moins, disons 60 ans plus tard, on peut dire que ça n'a pas marché.
On a créé des poches d'inégalité monstrueuses. On a détruit une bonne partie de la planète et on a créé des tensions politiques qui sont assez difficiles à gérer en ce moment. Et évidemment, on a une grande partie de la population qui est aussi pas très heureuse, et il y a des statistiques qui le prouvent. Alors, comment est-ce qu'on peut évoluer tout ça vers un système un petit peu plus égal? C'est vraiment ce en quoi j'essaie de m'engager. Mon activité auprès de l'entreprise familiale, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est d'assurer une stabilité pour tous les gens qui y participent, pour les 100 000 personnes qui y travaillent et pour les millions de personnes qui bénéficient de son activité. Mais si nous voulons faire le même travail au niveau de la société, il va falloir qu'on trouve une manière de distribuer les richesses créées de manière plus équitable. Et ça ne peut pas être juste l'entreprise qui est là que pour servir l'actionnaire. L'entreprise doit être là pour servir la communauté. Et c'est vraiment le débat. Et cette vision que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'elle s'est développée de manière progressive ou est-ce qu'au fond, j'allais dire, le catalogue prévu était déjà celui que vous énoncez aujourd'hui, à peu de choses près, lorsque vous aviez une vingtaine d'années? Je vais faire un parallèle avec l'évolution de mon père. Mon père, un scientifique se concentrant à ses 20 ans sur une espèce spécifique, au fil du temps, s'aperçoit qu'en fait, c'est un problème de système et pas un problème juste d'une espèce. En même temps, l'humanité réalise cela et le mouvement de la conscience de la nature, l'exemple type, c'est la création du WWF, où mon père a aussi été beaucoup impliqué. Donc le Fonds mondial pour la nature, le WWF, a été construit pour protéger la nature et il a eu de plus en plus de support de la population. Parce que la population a commencé à réaliser que juste la manière de vivre dont nous vivions il y a 40 ou 50 ans ne nous permettait pas de protéger la nature. Et cette réalité a été une espèce de vague qui a fait changer la perception de l'humanité et le mouvement de la conservation, dont mon père était un des principaux acteurs, est allé dans sa direction avec. Moi, j'aimerais bien faire la même transformation en disant l'entreprise, la création, la matérialisation de notre existence, la constante obsession avec l'augmentation du profit à court terme n'est pas une manière de gérer la planète. Nous devons évoluer vers notre système. Et quand je dis ça, il y a 5 ans, on m'aurait envoyé des tomates pourries. Aujourd'hui, on est prêt à en parler. On est prêt à avancer dans ce domaine-là. Et donc, je sens ça aussi comme une grande vague plutôt que juste une obsession personnelle. Alors votre père, le mentionniez, était un des fondateurs du WWF. Donc réunir des gens qui partagent les mêmes convictions et visent un peu les mêmes buts. Comment ça s'est passé au départ? Comment s'est aggloméré en quelque sorte ce premier groupe auquel a participé votre père et qui a donné naissance au WWF que vous avez d'ailleurs vous-même côtoyé en tant que vice-président? Oui. Alors, la réalisation que la nature était en danger est en parallèle avec la décolonisation. Le mouvement original du WWF en Angleterre, c'était voilà, nous allons quitter l'Afrique, qui va protéger les rhinocéros, qui va protéger les éléphants, etc. Et donc c'était un principe opérationnel qui était basé sur la protection des espèces et des milieux, donc l'éléphant et la forêt, parce que on avait peur de ce que l'humanité pouvait en faire. Donc protéger la nature contre les hommes. Et je pense que à l'époque, beaucoup de personnes se sont aperçues que faire des réserves, entourer ces zones particulièrement magnifiques, je pense au Serengeti en particulier ou à beaucoup d'autres espaces en Afrique, ce n'était possible que si on empêchait les gens d'y aller. Quand je dis les gens, je veux dire pas les touristes fortunés, bien sûr, mais les gens du coin. Et ça, c'est un principe qui, clairement, n'a pas fonctionné non plus. Aujourd'hui, on s'aventure de plus en plus vers protéger la nature avec les hommes et pour les hommes. Donc, les populations autochtones doivent être intégrées dans le modèle de conservation et le bénéfice que la population retire de la protection de cette zone doit pouvoir être partagé. Et ça me paraît une évolution de l'humanité qui devient plus tolérante, mais aussi
qui connaît mieux ce qui se passe, parce qu'auparavant, on était quand même un petit peu, on pédalait un petit peu dans le noir, on a dû définir le paysage avant de savoir ce qu'on voulait y faire. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que le WWF a intégré cette nouvelle vision et dans ses actions actuelles essaye précisément à chaque fois d'intégrer les populations autochtones? Oui, alors sans aucun doute, le WWF a été violemment attaqué il y a une dizaine d'années par plusieurs groupes de représentants de populations autochtones en disant qu'il y avait des attitudes qui ne devraient pas être tolérées dans certaines parties d'Afrique. Alors bon, il y avait aussi une certaine cabale contre le WWF basée sur le fait que le WWF a eu beaucoup de succès dans certains projets alors que l'autre personne ne voulait le faire aussi. Il y a dans le domaine des ONG une compétition qui est presque plus vive que celle qui est dans l'entreprise. Mais ça, c'est peut-être une conversation pour un autre jour. Et je pense qu'aujourd'hui, le principe de conservation, comme il est défendu par le WWF, est très bien intégré. Mais c'est toujours encore une ONG qui doit donc satisfaire ses membres en mettant de côté des réserves naturelles qui arrivent à tous nous satisfaire et que nous faisons quelque chose pour la nature. La raison pour laquelle... Un autre exemple, un exemple facile. Le rhinocéros a été la première espèce pour laquelle le WWF a levé des fonds. C'était en 1961, grande campagne, sauvant le rhinocéros. C'était à l'époque en Zambie. Enfin, ce qu'on appelait à l'époque la Rhodésie du Sud. Et en Zambie, les espèces étaient en danger, donc on a levé beaucoup d'argent dans le nord pour aller le donner au sud, en Afrique. Aujourd'hui, le WWF lève encore des fonds pour sauver le rhinocéros. C'est toujours le même scénario. On se retrouve dans une situation où on a très bien pu gérer les situations sur place, mais on n'a pas adressé la cause de départ. Quelle est la raison pour laquelle le rhinocéros est sous pression? C'est ça sur lequel il faudrait travailler beaucoup plus en amont. Gérer l'aval, c'est important, bien sûr, parce qu'il n'y en aurait plus. Mais la raison pour laquelle le rhinocéros est toujours encore sous pression, c'est le système économique mondial. Et donc, pour le WWF, de dire maintenant à tous ses adhérents, il y en a 6 millions, à dire aussi à partir de maintenant, on ne protège plus le rhinocéros, mais on va essayer de comprendre pourquoi le rhinocéros est en danger, c'est un tel changement de narratif que j'imagine que ça sera difficile à faire passer. Parce qu'il s'agit de changer aussi les mentalités des gens dans l'entourage. Il y a quelques années, nous sommes allés tourner un film sur les gorilles de montagne et nous avons à cette occasion-là rencontré des anciens braconniers. Et c'est un exemple au Rwanda où véritablement des braconniers d'hier sont devenus des défenseurs. Est-ce que là, ce genre d'action est typiquement ce que le WWF essaye de faire aujourd'hui, c'est-à-dire un contact aussi direct avec des gens, des populations, des braconniers dans le cas particulier, qui sont amenés, parce qu'au fond, c'est comme les chasseurs souvent sont des gens qui aiment en fait la nature et les braconniers aussi. Donc, j'allais dire, le recyclage professionnel semble possible. Mais bien sûr. Le Rwanda est un très bon exemple. La population des silverbacks, les gorilles de montagne, qui a été qui a été très menacé pendant très longtemps, est maintenant un des joyaux de la couronne de la République du Rwanda. On organise une fois par année une grande cérémonie où les gens de la ville vont à la montagne pour voir comment est-ce que les nouveau-nés de cette communauté sont traités. Il y a tout un programme de recherche qui est basé auprès d'une conservation d'une espèce particulière qui permet de monétariser cette activité en demandant à des touristes de venir payer de l'argent ou à des gens du Rwanda de participer de manière active. C'est devenu un pilier du développement de la République. Et ça, c'est passionnant, bien sûr. Ça permet vraiment de mettre une valeur sur la nature. Mais je crois que le principe fondamental, il est légèrement différent. Toutes les ONG de conservation font des travaux. Différent, vous dites, légèrement différent de ce que nous sommes en train de discuter pour le WWF. Parce que toutes les ONG de conservation font un travail de plus en plus pointu et sont tout à fait prêts à parler aux braconniers, tout à fait prêts à parler aux structures locales, sont tout à fait prêts à faire ce travail social auquel on ne pensait pas quand ils ont été créés.
Mais le véritable problème, c'est qu'on les finance avec de la philanthropie. Et ça, pour moi, c'est une des réalisations qui m'est venue un petit peu plus tard dans ma vie, quand j'ai quitté la Camargue. C'est pas comment on dépense l'argent qui est important, c'est comment on le fait. Et si on veut dire je vais faire de l'argent et ensuite je vais donner 10% au WWF pour qu'il aille sauver la nature, c'est pas la même chose que de dire je vais faire de l'argent sans détruire la nature. Et une fois que j'ai fait cet argent sans détruire la nature, peut-être que la philanthropie n'est plus nécessaire. Peut-être que je n'ai pas besoin de donner à fond perdu si j'arrive à trouver des systèmes opérationnels qui sont vertueux. Alors, il y a des organisations qui aujourd'hui essayent de réfléchir à cette manière d'investir. On parlait de Building Bridges, précisément, auquel vous avez donné des conférences. J'en ai justement vu une qui m'avait beaucoup impressionné l'année dernière. Il y a également le rôle du Forum économique mondial. Vous êtes engagé dans ce cadre-là, ce forum de Davos créé par Klaus Schwab. Au fond, qu'est-ce qui vous a convaincu et au fond, qu'est-ce que vous cherchez à y faire? Qu'est-ce qui vous semble possible? Alors, il y a deux choses. L'intuition tout à fait remarquable que le professeur Schwab a eue très tôt, à la fin des années 70 déjà, c'est cette notion de dire que l'économie doit servir les parties prenantes et pas juste les actionnaires. La meilleure manière de construire une économie durable et qui fonctionne sur le long terme, c'est de s'assurer que tout le monde puisse participer à la valeur créée et pas seulement les actionnaires. On parlait des inégalités auparavant. Si la seule manière de continuer à entretenir ma fortune, c'est de continuer à faire travailler ma fortune en achetant des actions, ça financiarise mon activité et ça me retire du processus d'entreprise. Le processus d'entreprise, c'est de prendre des risques, c'est de créer de la valeur en satisfaisant des besoins de la société. Donc, en anglais, the stakeholders, les parties prenantes, par opposition aux shareholders. Et ça, c'est une idée qui m'a toujours assez fasciné. Et donc, c'est à cette époque où j'ai essayé de me rapprocher un petit peu de ce qui se passait au Forum, ce qui était déjà très difficile parce que c'était une société bien établie où ceux qui sont arrivés un peu plus tard ont eu de la peine à trouver de la place. En plus, ce qui est intéressant dans le Forum annuel, la réunion annuelle à Davos, c'est qu'il y a beaucoup de gens là qui sont influents dans différents secteurs d'activité. Donc si on veut porter le message d'une entreprise responsable, si on veut porter le message d'une entreprise qui s'occupe des stakeholders, qui s'occupe des parties prenantes, c'est un bon endroit où aller. Et c'est un petit peu à ce moment-là où je me suis dit, il faut essayer de porter un message un petit peu différent. On n'est pas là juste pour faire des affaires, on est là aussi pour essayer de faire quelque chose de positif pour la société. Et c'est pour ça que je m'y suis engagé. Il s'est posé la question de savoir qui pouvait être exclu, quels sont les États qui pouvaient être exclus pour des raisons politiques et de tensions actuelles. Quelle est votre vision par rapport à ça? Est-il utile d'exclure des pays belligérants ou est-ce peut-être au contraire l'occasion de dialoguer? Cette question-là a été évidemment très chaude ces dernières années et la dernière édition en particulier. Absolument. Je pense que le dialogue est toujours quelque chose de positif. L'idée de créer des pôles qui s'opposent n'a jamais été bénéfique. Dans chaque situation, il y a toujours une opportunité d'échanger. Je participe au centre Henri Dunant Humanitarian Dialogue qui est basé à Genève, qui est une organisation qui essaie de se mettre entre les parties qui sont en guerre. Nous faisons de l'intermédiation. Et je pense beaucoup que cette activité peut être développée pour essayer de désamorcer ces crises qui sont souvent qui se nourrissent d'elles-mêmes. Une opposition mène une opposition mène une opposition et finalement on perd le contrôle. La violence, c'est ce qui se passe quand on n'a pas de réponse. C'est la manière d'imposer sa volonté, souvent de manière très faible, enfin de manière très intellectuellement faible, juste parce qu'on s'imagine que cela va résoudre quelque chose. L'histoire de l'humanité nous montre clairement les empires qui ont été créés par la violence ont tous failli à long terme.
Donc cette idée de point chaud sur la planète sur laquelle de temps en temps les idées s'échauffent peuvent toutes être résolues par des négociations à partir du moment où on comprend bien les intérêts des deux parties. C'est peut-être un petit peu optimiste, mais j'en suis assez convaincu. Et peut-être que l'espoir est, je dirais presque une nécessité et même plus un choix, l'espoir. Non, mais une chose qui devrait nous étonner, je ne voudrais pas prendre trop de temps à parler de l'administration américaine des 100 premiers jours de M. Trump que nous venons de vivre, mais l'idée que l'on peut résoudre le réchauffement climatique, ou le changement climatique plutôt, avec ce qu'on appelle aux États-Unis un executive order qui dit, voilà, le président a décidé que le changement climatique n'existe pas, et que donc à partir de maintenant nous ne pouvons plus financer quelque recherche que ce soit dans ce sujet puisque nous savons que c'est faux. Je vois, vous êtes tous aussi autant choqués que moi. Je veux dire, c'est aberrant. Alors, on reviendra peut-être justement sur cette politique internationale, en partant, si vous le voulez bien, de la Suisse où nous sommes, et de la vision que vous avez du pays et du rôle. Aujourd'hui, les tensions internationales font que beaucoup de Suisses qui avaient un petit peu oublié ce qu'était la neutralité reviennent au front avec cet outil en disant voilà, la neutralité peut-être peut nous préserver de prises de position précisément tellement opposées, tellement radicales de part et d'autre qu'on ne s'y retrouve plus. Alors, quelle est votre vision par rapport à cette neutralité imposée à la Suisse, mais outil qui a été fortement utilisé et je dirais, en tout cas dans le cours du XXe siècle? Alors, tout d'abord, je crois qu'il faut qu'on s'entende sur le terme. Neutralité, ce n'est pas passivité. C'est pas juste être là et attendre que quelque chose se passe. Neutralité, ça peut aussi parler, on peut aussi parler de diplomatie, on peut aussi parler de prise de position, tant qu'elles sont dans un cadre raisonnable. Et cette idée de dire la neutralité nous interdit de participer à n'importe quel conflit armé, nous interdit de faire partie des Nations Unies, nous interdit de faire partie des échanges internationaux, ça c'est très dangereux, parce que si on se retrouve tout seul dans son coin, voilà, un jour on ne sert plus à rien. Un jour, on perd sa raison d'être. Donc, tout à fait d'accord qu'éviter le conflit est une bonne chose, mais ce n'est pas un processus passif, c'est un processus proactif. Et je pense que la Suisse, elle, doit s'engager dans des courants de pensée qui correspondent à ce que nous percevons collectivement comme étant dans l'intérêt mutuel et dans l'intérêt général. On a évoqué le rôle de Genève. Genève est évidemment un endroit où il se passe beaucoup de choses, mais il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a des gens qui y réfléchissent, et pas seulement parce qu'il y a des gens qui attendent que ça se passe. Alors la Suisse se trouve géographiquement au cœur de l'Europe occidentale, et l'Union européenne nous entoure de toutes parts. Comment voyez-vous nos liens et ce qui serait utile de faire avec nos voisins de l'Union européenne? Êtes-vous partisan de l'adhésion de la Suisse au sein de l'Union européenne? Là, je crois que nous devons être un petit peu pragmatiques. Il est hors de question que la Suisse continue à exister toute seule. Dans la vision du futur de la politique européenne, la Suisse doit en faire partie d'une manière ou d'une autre. Alors pour le moment, nous sommes un petit peu comme une espèce de poisson pilote qui tourne autour du requin, autour du cachalot. Mais à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'on unisse notre futur. La question, c'est sur quelles conditions et qu'est-ce qu'on peut nous apporter à la Suisse. On parlait de l'administration américaine, ce que nous, la Suisse, pouvons apporter à l'Europe, on parlait tout à l'heure de l'administration américaine. L'administration américaine, nous sommes en train de négocier, nous, petites Suisses, dans le même groupe des 15 nations les plus importantes au niveau économique. C'est paradoxal que 8 millions d'habitants perdus au milieu de l'Europe se retrouvent dans la même négociation que, par exemple, l'Union européenne elle-même. Ça prouve déjà l'importance relative que la Suisse peut avoir. Et ce que la Suisse peut apporter à l'Europe, c'est justement cette activité qui a été, je crois, une activité de pionnière au fil des années. Mais la question, c'est est-ce que, précisément, vous soulignez le fait qu'on a une voix qui est la Suisse, et alors que tous les pays de l'Union européenne en ont une autre, mais en étant beaucoup plus nombreux.
Est-ce que pour vous c'est un atout en fait? Donc en gardant au fond cette extériorité, on garde un vote, je dirais, au sein des négociations. D'autres disent au contraire qu'on s'affaiblit et que l'union faisant la force, on serait plus fort encore si nos arguments étaient entendus et soutenus au sein de l'Union européenne. C'est deux points de vue. À cet égard-là, comment vous profilez vous-même? Le système suisse tel qu'il est conçu a très bien compris cette notion de bien public par rapport à bien privé. Le fait qu'il y a la possibilité pour n'importe quel citoyen de questionner les décisions du gouvernement et du Parlement, je trouve ça une force extraordinaire. La démocratie directe, c'est une chose merveilleuse. Nous la perdrions si nous rentrions dans l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose qu'il va peut-être falloir, auquel il va falloir réfléchir très, très, très précisément. Peut-être que l'Union européenne pourrait bénéficier d'un modèle de démocratie directe qui serait plus efficace que celui des membres du Parlement européen que nous avons en ce moment, où des groupes de pression se mettent en place sur les agendas nationaux. J'évite de répondre oui ou non à votre question parce que je ne suis pas sûr que ce soit une décision binaire comme ça. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est dans le groupe, on n'existe plus parce qu'on est relativement minuscule. Par contre, si on n'y est pas dedans, on ne peut pas non plus, si on ne fait pas partie de l'Europe telle qu'on la connaît, on ne peut pas non plus essayer de l'influencer et essayer d'en faire quelque chose. L'Union européenne étant quand même, le groupe de pays avec lesquels nous avons nos échanges économiques essentiels, nous ne sommes pas à l'abri de pression que l'Union européenne peut faire sentir à l'égard de la Suisse du fait de sa non-adhésion, pression que l'on sent parfois quand l'Union européenne dit maintenant vous devez jouer le jeu, vous ne pouvez pas juste, aussi l'accusation qu'on nous dit souvent, vous ne pouvez pas juste être des privilégiés qui ne bénéficient que des avantages sans payer les coûts parallèles. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vous rappelle, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années, la négociation entre l'Union européenne et la Suisse ne s'était pas très bien passée et l'Allemagne a décidé de traiter la frontière de Bâle de la même manière qu'elle traitait la frontière avec l'Azerbaïdjan. Et la ville était littéralement paralysée. Les voitures ne pouvaient plus passer la frontière et il y avait des voitures partout. On s'aperçoit bien qu'on est, je ne sais pas, comme le gras dans le bouillon. Hein. Si on n'en fait pas partie, à un moment ou à un autre, on souffrira les conséquences. Donc ça, ce danger-là, il est réel, il existe et il faut qu'on y réfléchisse. Nous devons trouver une manière de travailler avec l'Union européenne. Maintenant, de l'autre côté, de l'autre extrême, est-ce que l'intégration complète de nos systèmes dans le système européen ne nous ferait pas perdre une identité nationale? Je crois que ça, c'est une réflexion que beaucoup d'autres pays en Europe ont déjà fait. Une union au niveau politique serait très difficile à mettre en place aujourd'hui. Mais une union des intérêts communs pourrait être intéressante. Alors on a choisi les bilatérales comme voie intermédiaire, mais avec évidemment le risque aussi que cela ne nous donne pas suffisamment de poids dans les négociations. Et aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant d'imaginer cela? Comment, au fond, renforcer nos liens, je dirais, de manière appropriée avec l'Union européenne, sans d'un côté courroucer et donner l'impression d'être des enfants gâtés, ce qui est souvent un peu le cas. Hein, nos voisins nous voient à juste titre comme des privilégiés. Au fond, comment est-ce que c'est à travers le renouvellement des bilatérales que l'on peut trouver une voie peut-être satisfaisante? Dans toute négociation, il doit y avoir un intérêt commun. Si nous nous mettons autour de la table, c'est parce que nous voulons ensemble faire quelque chose de meilleur. Je ne pense pas que la Suisse ait abusé de sa position d'enfant gâté. Nous avons pu contribuer à certains dossiers. Nous pourrions le faire mieux, le faire de manière plus profonde, si on se rapprochait un petit peu plus des instances politiques européennes. Mais il y a un danger, bien sûr. Il y a un danger de mettre son identité en question. C'est ce qui a justifié le Brexit, cette peur irraisonnée de l'amalgame dans une autre manière de penser. Construire l'Europe, c'est pas
juste associer tous les différents États, c'est avoir une vision commune. Comment est-ce que nous pouvons ensemble créer quelque chose qui nous permettra d'aller plus loin? Et la Suisse a une contribution à faire. Nous avons cette histoire d'union, nous avons cette histoire de diplomatie, nous avons cette histoire de consultation démocratique qui pourrait nous permettre d'aider à mettre en place un système qui soit différent, mais sans s'oublier soi-même, sans se perdre. Et je comprends bien le grattage de tête que nous voyons devant nous, parce que c'est un moment difficile de l'histoire. Les juristes constatent que lorsqu'une loi est prise en Europe, au fond, on est contraint, même si on fait partie de l'Union européenne, d'une certaine manière, de légiférer dans ce sens-là. Donc au fond, la dépendance même juridique suit aussi la dépendance économique. Oui, à nouveau, la nouvelle administration américaine en a fait une démonstration parfaite. Une menace et nous sommes allés négocier. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas peut-être le pouvoir de nos convictions. C'est difficile d'être en tête-à-tête avec tout le monde si nous ne sommes même pas invités au G20. Je veux dire, il y a une oui. Ce qui serait la chose la plus dramatique, c'est si la Suisse serait forcée de s'intégrer. Il faut pouvoir négocier. Et donc l'important, c'est d'arriver à garder sur le long terme cette position de suffisamment de force pour pouvoir faire ce que nous devons faire. Alors si on élargit les questions sur le plan international, dans un climat de tension extrême, avec ce bouleversement quand même qui est le second mandat de Donald Trump, j'aimerais que vous analysiez la vision que vous avez vous-même de ce qui se passe. Comment expliquer que la moitié d'une des nations les plus puissantes et plus riches de la planète ait opté pour ce choix, j'allais dire en une certaine connaissance de cause, puisqu'on avait eu Trump pendant 4 ans déjà, et qu'il annonçait un peu ce qu'il ferait au cas où il serait réélu. Alors, bon, il faut appeler les choses par leur nom. Que la majorité des votants américains pensent que la solution au futur est un vieillard blanc corrompu, c'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. C'est assez étonnant. Il n'est pas seulement corrompu, il a été condamné par une cour. C'est une personne qui n'a pas à avoir un mandat de gestionnaire d'un pays aussi important que les États-Unis. Bon, mais ayant dit ça, c'est arrivé. Je pense que le soutien de tous les réseaux sociaux que les Américains ont pu construire au fil des années a probablement, quand je dis réseau social, je pense au réseau social basé sur l'Internet, je pense aux différentes softwares qui ont été utilisés pour unir les gens. Je pense qu'il y a là clairement une certaine manipulation de la vérité qui nous a apporté cet état de fait. Alors je ne suis pas du tout complotiste, je ne suis pas en train de dire que le monde a essayé de... Non, le modus operandi de l'Internet et des réseaux sociaux, c'est de donner aux gens ce qu'ils veulent entendre. Si vous faites venir quelqu'un sur un réseau social, c'est parce que vous voulez lui vendre quelque chose, et donc il faut qu'il revienne, et la meilleure manière de le faire revenir, c'est de lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Et les algorithmes sophistiqués que nos amis américains ont pu mettre en place permettent de faire ce genre de choses. Donc on crée des groupes comme ça qui sont un peu déconnectés de la réalité, mais qui se rassurent eux-mêmes en disant « mais oui, bien sûr, c'est lui le sauveur de l'humanité ». Ce qui n'est évidemment pas le cas. Je veux dire, non seulement il est blanc et corrompu, mais en plus il ne correspond pas à une notion éthique de création de valeurs que nous essayons de défendre un peu partout sur la planète. Alors il arrive, et la première chose qu'il fait, c'est de mettre en place, de démanteler ce qui existe pour casser tout aussi rapidement que possible, dans l'espoir que leur construction sera positive. Je suis un peu à court d'arguments pour essayer de justifier ce qui se passe, mais cette espèce de dernier assaut du machisme aux États-Unis, je pense, va envoyer le balancier tellement loin que le retour pourrait faire des choses intéressantes. On va voir. Alors, parmi les drames que l'on connaît, on a connu les drames de la Seconde Guerre mondiale, on a connu les Khmers rouges, on a connu les massacres au Rwanda.
Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, un massacre absolument indescriptible se passe et nous en entendons parler. Je veux parler évidemment de Gaza. Le silence aussi bruyant que nous entendons aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence de réaction par rapport à ce massacre qui a lieu, comment le vivez-vous et au fond, qu'est-ce que vous imaginez que l'on pourrait faire pour qu'il cesse? Alors, deux questions. Premièrement, une constatation tout à fait évidente, la violence n'a jamais résolu quoi que ce soit. Le fait qu'on commence à tuer des civils de manière quasiment systématique est quelque chose que nous devons absolument proscrire. Nous sommes une civilisation de tolérance. Ça, c'est l'endroit où la tolérance doit s'arrêter. Nous ne pouvons pas rester inactifs devant cette même activité. De la même manière que nous ne pouvons pas tolérer que la Russie continue à systématiquement assassiner des civils en Ukraine, que les Ukrainiens font la même chose en Russie, etc. Et il y a d'abord un déni absolu de la violence et il faut absolument que le pacifisme revienne dans une région plus réelle. Ça suffit. La mort de toutes ces personnes-là est inexplicable, est injustifiable. Ayant dit ça, comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on y arrive? On y arrive en essayant de faire des espèces de manipulations à droite et gauche de Nations Unies qui nous parlent pendant des jours et des jours de choses qui doivent se passer et qui ne se passent pas. Tant qu'il n'y aura pas une réponse concertée, tant qu'il n'y aura pas un intérêt commun à arrêter ces guerres, elles ne s'arrêteront pas, nous le savons. Alors bon, nous sommes ici dans la maison Jean Monnet, la vision européenne aurait pu permettre de faire quelque chose contre ces conflits en Europe occidentale. Et ça a fonctionné d'une certaine manière. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons réintégrer la Russie dans pour donner l'exemple du conflit ukrainien, comment est-ce qu'on peut intégrer la Russie dans le monde civilisé? Comment est-ce que nous pouvons réintégrer Israël dans le monde civilisé? Ce que nous faisons avec le dialogue humanitaire, c'est d'essayer que les armes se taisent. Dès que les armes se taisent, on peut commencer à discuter. Mais il faut d'abord que les gens veuillent que les armes se taisent. Mais lorsqu'on a affaire à quelque chose, j'allais dire, d'encore plus grave que les armes, c'est-à-dire la famine, la mort programmée de populations, au-delà d'une population qui elle-même est totalement désarmée face aux bombes qu'elle reçoit et à la destruction systématique de ses habitats, au fond, quelle action est-ce que les citoyens peuvent avoir? On s'est rendu compte quand il y avait des manifestations d'étudiants, on les a le moins qu'on puisse dire, extrêmement mal accueillis. On a accusé les étudiants d'antisémitisme, alors qu'en fait, je crois que pour beaucoup, il s'agissait simplement de crier leur désespoir. Comment le citoyen, pour vous, peut-il agir vu qu'il ne tient pas justement les rênes de la politique qui gouverne le monde maintenant? Je vais répondre d'une manière un petit peu biaisée. Ce sentiment d'impuissance que vous décrivez très bien est celui qui a porté beaucoup de ces conflits. Cette idée de dire c'est pas une question d'immoralité, c'est une question d'amoralité. Ce qui est important, c'est la prospérité. S'ils se battent là-bas, c'est pas vraiment mon problème, donc je vais essayer de m'exclure de ce dialogue en me concentrant sur ce qui est important pour moi. Et cette notion de dire c'est pas mon problème, cette espèce de schizophrénie où on vit une réalité que nous savons être un mensonge, c'est la base de tous les conflits que nous avons devant nous. On est en train de prétendre qu'il ne se passe pas grand-chose uniquement pour arriver à continuer à maintenir le statu quo, alors qu'il nous faut un changement absolument dramatique. Les conséquences de la guerre à Gaza, les conséquences de la guerre en Ukraine, les conséquences de la guerre des différents conflits régionaux en Afrique vont revenir vers nous. Nous ne pouvons pas nous en exclure. Ça fait partie de notre activité en tant qu'humains. Nous devons être capables de respecter le voisin. Et pour arriver à faire ce genre de choses, si les systèmes actuels ne suffisent pas,
il va falloir qu'on les change. On en revient à cette idée d'humilité et de courage. Soyons humbles. Notre système actuel ne nous permet pas d'intervenir dans ce qui se passe à Israël. Eh bien, changeons le système. Allons-y. Prenons les décisions nécessaires pour arriver à se débarrasser d'abord des gens qui, quand je dis se débarrasser, ça sonne déjà totalitaire, se mettre de côté les gens qui ont la tendance de penser que seulement la violence, pour des motifs à eux, peuvent aider, et de l'autre côté, créant des systèmes dans lesquels nous avons vraiment une véritable représentation démocratique. Je pense qu'une des choses que nous ne mesurons pas suffisamment bien, c'est l'impact de nos décisions. Notre inaction a un impact énorme. Et je crois que c'est important de le dire et de le redire. Vous voyez, ce n'est pas une réponse définitive, mais voilà. Mais elle est en nuance, et je crois qu'on n'attend pas de vision noir et blanc. Je crois que la réflexion, elle passe par des niveaux de gris qui sont précisément peut-être les outils dont le médiateur a besoin. Quand on voit la situation je dirais, de radicalisation telle que le veut et commence à l'exécuter Donald Trump, on constate au fond que la destruction est infiniment plus rapide que la construction. Est-ce que reconstruire l'après-Trump, un peu comme Jean Monnet disait, reconstruire l'Allemagne d'après Hitler, d'après le nazisme, encore une fois, ce n'est pas une comparaison entre les personnages, mais plutôt une comparaison de reconstruction que je veux citer là. Comment voyez-vous, au fond, ce que l'on peut déjà envisager après la radicalisation extrême du système qui domine la planète aujourd'hui? Alors, il y a un exemple qui me vient à l'esprit. Après le Brexit, le gouvernement anglais a dû redéfinir un petit peu son activité de gestionnaire des ressources de l'Angleterre. Et il y a eu un courant très fort de renaturalisation, de re-ensauvagement d'une partie des terres agricoles. Il y a une loi que je trouve assez extraordinaire qui parle d'une... je ne sais plus quel est le terme exact, mais on doit compenser les pertes de zones naturelles en créant un marché de droits pour l'achat et la vente de création de certificats de biodiversité. C'est peut-être un exemple trop étroit. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que les paysans, les agriculteurs anglais ont aujourd'hui une opportunité qu'ils n'avaient pas avant, qu'ils n'auraient pas pu avoir sous le système européen, et qui est plutôt positif pour l'environnement et pour le bien public. Et je pense que ça, c'est un exemple dont on peut tirer une leçon. Il est possible de penser différemment une fois que tous les éléments une fois que l'analyse a été faite, une fois que tout est sur la Terre. On peut resynthétiser des choses qui peuvent être plus positives. Alors, pour moi, on a parlé d'impact tout à l'heure, pour moi, la chose importante, c'est de bien comprendre quelles sont les conséquences de nos actions en regardant non seulement le succès financier immédiat, qui est le modèle que nous utilisons en ce moment, mais bien de regarder quel est l'impact sur les réseaux sociaux, enfin, pas le réseau social Internet, mais sur le capital social, sur le capital humain et sur le capital naturel. Nous devons mettre en place une mesure des conséquences de nos actions sur ces trois capitaux et leur interdépendance. Si on reconstruit un champ, eh bien, ça a un impact sur l'agriculteur, ça a aussi un impact sur les systèmes de fermage. Et donc, essayons de comprendre les conséquences et essayons d'abord acquérir plus de données, plus d'informations, plus de points d'information qui pourront nous permettre de prendre les bonnes décisions. En fait, ce que je propose tout bêtement, c'est une nouvelle comptabilité. La comptabilité financière, je viens de regarder ce bilan financier que Jean Monnet avait montré au gouvernement américain pour la construction d'armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour la reconstruction du monde, il va falloir qu'on soit bien conscient de qu'est-ce que c'est que l'on veut obtenir. Ce qu'on veut obtenir, ce n'est pas une prospérité basée juste sur la création de valeurs financières. Cette prospérité durable que nous cherchons, elle est interdépendante des trois capitaux, du capital social, du capital humain et du capital naturel. Le capital naturel, c'est la vie. Et si on ne le soutient pas, notre voyage sur la planète sera assez court. Actuellement, c'est par les taxes que Donald Trump
pense pouvoir redonner une santé financière à son pays. Taxes, évidemment, que subissent tous les pays de la planète en ce moment, et peut-être les Américains eux-mêmes vont le sentir prochainement aussi. Au fond, comment voyez-vous la réaction nécessaire et utile et positive des pays qui ne sont pas les États-Unis par rapport à ça? Que devons-nous faire face à ces taxes absolument phénoménales qu'instaure en ce moment Donald Trump? Alors, une des choses positives de l'expérience de Donald Trump, le révolutionnaire qui est en train de tout casser, c'est qu'il démontre l'absurdité du système. Si la seule chose qui compte, c'est le résultat financier, on ne peut pas construire des systèmes résilients qui sont capables de résister à ce genre de choc. Le modus operandi de l'administration Trump, c'est est-ce que ça me rapporte quelque chose? Est-ce que c'est bon pour moi? Son administration a, je ne me trompe pas, 12 milliardaires. C'est des gens qui ont fait une grosse fortune, qui sont là pour continuer à gérer le bien public pour leur intérêt personnel. Et cette mise en évidence de l'absurdité de cette réflexion devrait nous permettre de réagir de manière différente. Ce que nous essayons de faire, c'est de ne pas créer juste une prospérité basée sur un revenu, mais aussi une prospérité basée sur un impact. On doit pouvoir être capable de comprendre quelles sont les conséquences de nos actions sur les trois grands capitaux. Et les trois grands capitaux, on les connaît tous. Le capital humain, sommes-nous heureux? Est-ce que nous sommes arrivés au point sur la pyramide de Maslow où nous voulons être? Est-ce que nous sommes capables de contribuer? Parce que le bonheur, c'est pas soi. Le bonheur, c'est les autres. L'idée d'être tout seul devant la télévision à boire du whisky le soir, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est de faire partie d'un groupe, c'est d'être heureux, c'est de pouvoir être. Donc le capital humain est important. Le capital social, comment est-ce qu'on fait société? Comment est-ce qu'on arrive à, ensemble, faire quelque chose de meilleur pour tous? C'est une des choses qui nous mène ici ensemble aujourd'hui. C'est une des choses à laquelle nous participons tous les jours. Nous sommes dans une situation où nous devons utiliser les choses qui viennent avec nous. Donc 1 plus 1 n'égale pas 2, mais 1 plus 1 peut égaler 5 ou 6 ou 20. Et on est dans une situation de ce genre-là. Et puis la nature, elle est évidemment indispensable parce que c'est le soutien. C'est pas le panda, c'est pas le tigre, c'est pas l'Amazonie. C'est le système qui soutient la vie sur la planète. Et si nous n'avons plus la vie, eh bien on va être obligé de s'arrêter. Donc cette mise en abîme que le gouvernement américain nous apporte en ce moment, c'est la démonstration absolument par l'absurde que tous ces systèmes basés uniquement sur la violence, la puissance et le résultat financier immédiat ne sont pas aptes à créer les résiliences dont nous aurons besoin pour la prochaine phase de l'humanité. Et ça peut être positif. Ça, c'est une opportunité. Alors vous mettez le doigt sur le fait que quelques familles fortunées cherchent au fond simplement le maintien et le développement de leur propre fortune. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ceux qui ne participent pas à cette richesse, la base même américaine, avec parmi elles beaucoup de gens qui sont absolument des personnes même pauvres, soutiennent cette pyramide telle qu'elle est établie. Comment expliquer au fond ce soutien de la base? On le sait, c'est essentiellement des gens non éduqués qui font le gros de non éduqués avec en tout cas une éducation je dirais en tout cas pas de hautes écoles. Ce sont eux essentiellement qui forment la plateforme qui aujourd'hui soutient le régime que vous décrivez. Comment l'expliquer? Je pense que notre système de valeurs actuel, collectivement, nous définissons le succès comme le succès financier. Le succès, c'est la nouvelle Mercedes, c'est le nouveau sac de luxe, c'est combien je peux dépenser, le nombre de zéros dans mon compte en banque. Et donc, si je suis quelqu'un qui n'a pas eu de succès, pour des raisons qu'on peut discuter, c'est pas seulement parce que je n'ai pas eu de succès, c'est parce que la société ne me permet pas d'en avoir, la mobilité sociale a beaucoup changé. Pour quelqu'un qui n'a pas eu de succès, il dira, lui, il a fait beaucoup d'argent, donc il doit être bon. Et puisqu'il doit être bon, mettons-le président, pourquoi pas? C'est la raison pour laquelle il y a 12 milliardaires de l'administration Trump, parce qu'on reconnaît les gens qui savent faire des affaires comme des gens qui sont des gens qui ont du succès. Alors que c'est pas ça le succès. Le succès, c'est le bonheur. Ce qu'on cherche, c'est le bonheur. La raison pour laquelle on se déplace, c'est pas uniquement pour avoir un système bancaire qui fonctionne, c'est parce qu'on veut avoir des instruments pour arriver à trouver sa place dans la société et à être heureux.
Est-ce que c'est tellement étonnant de dire ça? Je veux dire, on le sait tous, non? Moi, quand je me rase le matin, je me demande est-ce que j'ai fait juste, est-ce que j'ai fait faux? Je ne suis pas en train de me dire combien j'ai fait d'argent, quoi. C'est juste un instrument qui, à mon avis, ne couvre pas la réalité. Une question qui frappe les gens qui vous rencontrent et qui connaissent vos activités, c'est l'incroyable diversité des actions que vous avez. Vous êtes engagé dans de nombreux domaines, vous soutenez de nombreux domaines. Comment parvenez-vous à répartir votre temps entre toutes ces activités? Et il y en a encore quelques-unes encore que je souhaite voir avec vous. Pour moi, il y a l'idée de gérer une activité, il faut qu'il y ait un but clair. On ne fait pas des choses juste parce qu'elles sont là, on fait des choses parce qu'on veut que collectivement elles amènent à quelque chose. Moi, ce que j'aimerais faire dans le futur, c'est aider à mettre en place les conditions de cadre pour une prospérité durable. Et cette prospérité durable, elle a beaucoup à voir avec l'équité, elle a beaucoup à voir avec la création de valeur en respect des 3 capitaux auxquels nous avons déjà fait référence plusieurs fois, mais elle a aussi beaucoup à voir avec une redistribution des activités autour de nous. Et si on veut vraiment changer le système, si on veut n'importe quel étudiant en physique pourra vous dire que les systèmes complexes, si on surprivilégie une des variables du système, on a des résultats qui sont collatéraux, qui ne sont pas souhaitables. Donc la chose importante à comprendre, c'est comment fonctionne le système, avec tous les entrants qu'il y a dans le système, pour s'assurer que ce qui en sort est quelque chose de positif pour l'humanité. Et ça présuppose ne pas avoir juste une activité linéaire, mais avoir, comme la nature, une activité stochastique, une activité chaotique. La nature, elle n'est jamais en équilibre. Elle est toujours, elle part en tous les sens. Ou plutôt, elle se rééquilibre toutes les millionièmes de seconde. Et ça, c'est un principe opérationnel qui est difficile à mettre en place si on fait juste A plus B égale C. On est obligé de jeter beaucoup de choses ensemble pour arriver à trouver des choses qui fonctionnent. Et c'est un peu ce que j'essaie de mettre en place. Essayer de regarder le même problème, la création d'une prospérité durable, sous différents angles, pour voir si on peut arriver à trouver quelque chose qui fait avancer. Alors, il y a, je crois que c'est un des poètes chinois qui parlait qu'il faut laisser 1 million de fleurs fleurir, parce qu'il y en a quelques-unes qu'on va pouvoir regarder. Et c'est un petit peu l'approche que je prends. Alors, gérer justement votre temps, est-ce que pour vous, ça implique d'avoir au fond des parois, des cloisonnements temporels dans lesquels vous dites, voilà, je consacre tant de temps pour telle ou telle activité, ou est-ce que vous le faites de manière beaucoup plus intuitive? Beaucoup plus intuitive. Non, il y a 2 manières de faire des stratégies. Une manière, c'est de réfléchir et d'aller vers l'avant, et l'autre, c'est de dire, bon, je fais ça, on va venir en arrière, et on va mettre toutes ces activités que nous avons trouvées dans une stratégie. Je navigue un peu entre les deux. Les résultats sont évidemment importants, mais le processus dans lequel on engage des personnes, mettre ensemble des gens qui ne se sont peut-être pas rencontrés auparavant, par exemple, se faire parler des capitaines d'industrie avec des directeurs d'ONG, parler des gardes-chasse en Afrique avec des financiers américains. Il y a des ponts qui sont importants, il y a des passerelles qu'on doit pouvoir créer. Alors on dit choisir c'est renoncer. Vous devez renoncer à beaucoup de décisions, beaucoup de sollicitations, j'imagine. Vous avez des moyens financiers pour soutenir, mais on vous sollicite énormément. Donc les choix que vous faites et les priorités que vous choisissez, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous faites conseiller? Vous avez des gens autour de vous qui vous disent, qui vous conseillent dans vos choix? Oui, alors...
Vous êtes peut-être conscient d'un projet que nous avons démarré, ma femme et moi, qui s'appelle Intent. Voilà, j'allais précisément vous poser des questions à ce sujet, exactement. Où nous essayons de mettre ensemble des gens qui ne se connaissent pas forcément, mais qui font partie des gens que nous connaissons. Parce que le fait d'être justement vice-président du groupe Roche depuis plus de 25 ans, d'avoir été le vice-président du VVF et d'avoir été moi-même actif dans plusieurs petites entreprises qui s'occupent d'essayer de développer cette prospérité durable dont nous avons parlé, il y a des gens qui gravitent autour de ces trois choses, qui ont beaucoup à gagner de se parler. Et l'idée, c'est d'engager un processus que je ne contrôle plus, dans lequel les gens peuvent continuer à travailler ensemble pour justement aller vers ces buts de prospérité durable. Que vous ne contrôlez plus, dites-vous, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'une fois qu'une bonne idée a germé, c'est pas à moi de l'exécuter. Elle peut être. La véritable question, c'est comment est-ce qu'on pose les bonnes questions. Si on pose les bonnes questions, on a souvent les bonnes réponses. Mais très souvent, on pose des mauvaises questions. Et donc, ce que nous essayons de créer avec Intent en particulier, c'est une opportunité de créer cette espace un petit peu, pardon, pas espace, pas espèce, mais espace protégé dans lequel on peut prendre des risques de questionner l'ordre établi, le status quo. Hein, on en a parlé tout à l'heure, humilité et courage. Le courage doit être utilisé à bon escient. Si vous êtes le CEO d'une grande entreprise et vous dites à partir de maintenant, mon focus, ma concentration va être sur le bonheur de mes employés, je pense que votre carrière ne sera pas très longue. Ça va être difficile. Les actionnaires ne vont pas être contents, le système autour de vous va dire « Mon Dieu, mais qui c'est ça ?» etc., etc. On a pas mal d'exemples de gens qui ont fait des choses comme ça et qui ont perdu leur job à cause de ça. Par contre, si on vous donne un endroit où vous êtes protégé, vous êtes dans un endroit où il n'y a pas besoin de prendre des précautions pour dire ce que vous pensez, là, on peut commencer à vraiment réfléchir, à se poser des véritables questions. Et ces véritables questions, c'est, par exemple, comment est-ce qu'on arrive à créer une prospérité durable, et pas seulement... Et je souligne prospérité, parce que l'idée, c'est pas de créer de la valeur, l'idée, c'est de créer de la prospérité. Il faut que tout le monde soit content et heureux en faisant ça. Et cette idée, sur le long terme, vous aurez les meilleures chances de les réaliser si vous avez eu l'occasion de la thématiser avec quelqu'un avant de le faire tout seul. Alors, la prospérité, telle que vous la définissez, est-ce que c'est une valeur qui est économique ou est-ce qu'elle est également, je dirais, qualitative? C'est-à-dire, est-ce que le bonheur, vous avez plusieurs fois mentionné le bonheur de vivre, la jouissance de l'existence, est-ce qu'elle-même est intrinsèque dans votre définition de la prospérité? Alors absolument, une prospérité, ça ne veut pas dire que la somme la somme des avoirs grandit chaque année. Ce qui est important, c'est que l'individu à l'intérieur de ce groupe puisse contribuer de manière effective au succès commun et donc d'arriver à démontrer sa valeur et sa contribution au système. Un système prospère, c'est un système stable, en équilibre et durable. Et on ne peut arriver à ce genre de choses qu'à partir du moment où on élimine les frustrations. Le bonheur, c'est ça, c'est arriver à faire des choses qui correspondent à ce que nous voulons faire sans avoir à se forcer à faire autre chose. La prospérité actuelle, qui est basée sur la financiarisation de la planète, a beaucoup à voir avec la consommation. Moi, par exemple, je fais un petit peu de vélo. Si je vais dans un magasin de vélo aujourd'hui, j'ai le choix d'une dizaine de vélos. Alors que dans le passé, j'en avais un. Je ne veux pas dire que le passé était meilleur. Ce que je veux dire, c'est que nous avons encouragé la consommation en disant que toi, tu ne peux pas avoir juste un vélo, tu dois en avoir deux ou trois. Parce que sinon, tu n'auras pas le vélo pour la pluie, le vélo pour le sec, le vélo pour le... Et cette diversification de l'offre a encouragé cette consommation qui a créé la prospérité dans laquelle nous sommes. Donc cette prospérité, elle a une tendance à s'auto-répliquer en encourageant des comportements qui sont basés sur le matérialisme plutôt que sur la véritable poursuite du bonheur individuel. Si j'ai plaisir à faire du vélo, est-ce que j'ai vraiment besoin Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors je reviens sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Intent, cette plateforme, comment elle fonctionne concrètement? Quelles sont les actions qui sont menées et les personnes qui se joignent à cette initiative?
Alors, l'origine, c'est un lieu que nous avions partiellement développé à Davos. Donc, pendant la réunion du World Economic Forum, une tente qui avait été mise en place à l'époque par le programme des Nations Unies pour l'alimentation, le World Food Programme, où on essaie de trouver hors du bâtiment central une activité pour montrer ce qui se passait dans les pays où le World Food Programme était actif. Et on a commencé à utiliser cette structure qui existait déjà, et c'est devenu une tente de plus en plus grande. On a fait venir beaucoup de personnes, et on s'est dit, bon, on va essayer de garder cet esprit, de faire venir des gens ensemble sur une plateforme commune, sur les thématiques que nous pouvons définir, ailleurs. Et donc nous avons maintenant répliqué cela de manière systémique. On peut organiser des événements un petit peu partout, sous la banderole de Intent. Mais l'idée... À quelle fréquence, à peu près, annuellement? Alors, là, c'est très opportuniste. Ça dépend de ce qui se passe. Par exemple, nous avons été l'an dernier à la Conference of Parties de la Convention de désertification et de restauration, qui était à Riyad, où nous avons essayé, là, de faire la même chose que ce que nous faisions à l'origine, c'est-à-dire de mettre ensemble des entreprises internationales et locales avec des universitaires et le comité d'organisation des Nations Unies, de manière à essayer de faire avancer l'agenda non seulement de manière légale ou de manière convention ou par négociation, mais aussi de manière pragmatique en proposant des solutions. La Convention contre la désertification, elle est évidemment importante au niveau national, mais elle est aussi importante au niveau local. Comment est-ce que je replante mon jardin? Qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là? Donc vous greffez en quelque sorte sur un événement. C'est ça le principe de Intent. On monte sa tente là où un grand Woodstock économique ou culturel est organisé. Oui, mais il y a aussi deux opportunités, mais c'est une portion plus petite de notre programme, où nous avons essayé de faire ça nous-mêmes directement, en créant des journées locales de biodiversité. Donc des événements autonomes. Absolument. En identifiant parmi nos partenaires quels sont ceux qui peuvent contribuer à une thématique particulière dans une région particulière, et en les invitant à venir se parler entre eux. Parce que vous savez, on parlait tout à l'heure de la compétition entre les ONG. En fait, cette compétition veut dire que très souvent, on ne partage pas les agendas. Si on peut avoir 3 organisations de protection de la nature, des phénomènes naturels, des espèces dans un milieu, c'est bien de les mettre ensemble pour qu'on parle et qu'on définisse quelle est la chose vers laquelle nous devons aller. Alors, dans cette perspective, est-ce que vous réunissez des gens, je dirais, d'idées différentes ou d'horizons différents pour essayer de voir ce qui peut germer d'actions communes? Oui, absolument. Alors, on n'a pas encore parlé de la fondation MAVA, qui était la fondation que mon père avait créée et que j'ai présidée pendant 15 ans avant de la fermer il y a 2 ans. Là, dans cette fondation, nous avions mis ensemble un concept que nous avons appelé les OAP, les WAP, les Outcome Action Plan, dans les plans d'action basés sur le résultat plutôt que sur le... Nous avions dans chacune des activités dans lesquelles la Fondation a été mis ensemble des gens pour définir ensemble quel est le but commun et comment pouvons-nous l'atteindre en travaillant ensemble. Et ça, c'est une logique qui, dans la philanthropie en général, d'ailleurs aussi dans l'aide de développement, est rarement faite. On a plutôt tendance à décaisser sur une base annuelle plutôt que d'aller vers un résultat commun. Et donc la première chose à faire, c'est de définir ce qu'il faudrait faire et ensuite trouver les moyens de le faire. Et ça, Intent y travaille activement. Nous avons dans le mois prochain une réunion de toutes les initiatives que nous avons faites en faveur de l'éducation pour voir si on peut mettre ensemble un agenda commun qui pourrait nous permettre d'aller plus loin. La paix, vous l'avez mentionné, indissociable de la prospérité, pas de prospérité sans paix, et vice-versa sans doute. Comment est-ce que vous la vivez, cette nécessité de paix? Et au fond, à travers toutes les activités que vous déployez, au fond, quel est le rôle que vous donnez à l'importance de la paix et aux actions qui peuvent être faites dans ce sens-là? Alors, on a défini tout à l'heure le bonheur comme étant une absence de frustration.
Je pense que la paix est aussi la même chose. Pour avoir une paix stable, il faut qu'il n'y ait pas d'agenda inassouvi, d'agenda qui n'a pas été réalisé. Et donc, la paix, ça a beaucoup à voir avec le vivre ensemble, la compréhension de l'autre, le côté humaniste. Les premières démocraties de la Grèce classique, où l'humanisme était plus important que tous les autres agendas. Je veux dire, on fait la guerre quand on veut aller chercher quelque chose qu'on n'a pas. Pour ne pas faire la guerre, il faut connaître ce dont on a besoin. Mais d'abord, il faut savoir ce dont on a besoin, bien sûr. Et donc, cette notion de paix, pour moi, c'est vraiment une notion, comme on le disait tout à l'heure, qui est une notion dynamique, ce n'est pas une notion statique. La paix, ce n'est pas juste s'asseoir et ne rien faire. La paix, c'est vraiment travailler à ça tous les jours, travailler au contact humain, travailler au contact entre les idéologies tous les jours. Quand on contemple une montagne, on se rend compte à quel point elle diffère totalement suivant l'angle que l'on a pour la regarder. Quand on regarde les problèmes en particulier sociaux, l'injustice des répartitions, l'injustice précisément de la répartition de la prospérité dans le monde, on voit des approches très différentes, des approches politiques aussi très différentes. Comment est-ce qu'on peut, au fond, réunir cette soif commune de justice en regardant, au fond, les diverses faces de la montagne? Mais surtout que si vous parlez de montagne déjà, vous avez sûrement déjà marché en montagne, quand on arrive au sommet, il y en a toujours un autre un petit peu plus loin. On n'est jamais arrivé au sommet. C'est toujours très frustrant quand on marche en montagne. La question, comment est-ce qu'on arrive à identifier le besoin est toujours la même. Il faut faire preuve d'humilité et d'essayer de continuer à comprendre ce qui se passe autour de nous. L'idée d'aller vers l'autre plutôt que d'être passif me paraît tellement cruciale dans ce domaine-là. On doit vraiment arriver à créer ce qui est bon parmi nous et à projeter ce qui est bon parmi nous plutôt que de se concentrer que sur la méfiance, le manque de confiance et qui est de manière assez triste notre modus operandi du moment. Il va me faire du mal, donc je ne vais pas vers lui de manière ouverte. Quand on suit un débat politique, j'en ai modéré pas mal, on voit au fond la nécessité pour le représentant du parti de faire valoir son opinion et parfois de caricaturer ce qu'il veut pour faire passer le message. Est-ce que vous envisagez une possibilité de débat tout à fait différent dans lequel l'argument de l'autre peut être pris en compte à travers même un débat politique. Autrement dit, la question est-ce que les partis politiques auraient l'occasion et l'opportunité d'être davantage à chercher des solutions qu'à faire valoir la victoire de leur propre position? Oui, alors là, dans le jeu politique, c'est évident que les partis sont autour d'une conception de l'humanité, une conception de la société comme on aimerait la voir. Maintenant, la beauté du système suisse que nous évoquons auparavant, c'est qu'une fois que ces partis sont arrivés à faire élire un candidat au gouvernement, le gouvernement devient collégial. Le gouvernement s'occupe de la gestion éclairée des différentes ressources à disposition dans un processus qui devrait être la promotion du bien public. L'idée qu'un débat d'idées ne peut être résolu que par la victoire d'un et la défaite de l'autre, c'est exactement ce qui est la base de tout ce que nous avons discuté sur cette conversation. Le principe anglo-saxon que c'est le gagnant qui garde tout, the winner takes all, c'est ce qui nous encourage à nous mettre l'un contre l'autre. Le futur, c'est pas moi, le futur, c'est nous. Et si je veux que le nous fonctionne, il va falloir qu'on arrête de vouloir absolument gagner et qu'on veut construire ensemble une pyramide qui permet de contribuer à tous. À nouveau, ça sonne un petit peu naïf, mais la véritable bonne décision, c'est celle qui est consensuelle, c'est pas celle qui est imposée.
Et dans un système où le parti doit absolument gagner, où le parti a toujours raison, on perd cette notion de consensualité. Alors, c'est extrêmement difficile. Je fais partie d'un groupe d'actionnaires où nous avons mis en place cette logique. Nous sommes consensuels. On a une décision. On n'a pas un vote. Il y en a qui vont perdre, il y en a qui vont gagner. Non, on est tous ensemble. Et ça nécessite beaucoup de mise en commun, ça nécessite beaucoup d'échanges, ça nécessite beaucoup de flexibilité, mais aussi une certaine rectitude par rapport aux principes qu'on essaie de définir. Alors si on commence par le principe, si on commence par le but, on a bien meilleure chance de travailler ensemble. Mais bon, un parti, par définition, il cherche du soutien, et s'il veut du soutien, il faut qu'il ait des idées suffisamment claires pour que les gens puissent les comprendre. Alors, dans une décision politique soumise au peuple, vous pouvez avoir 51% qui prennent qui emportent le vote, 49 qui l'ont perdu. Est-ce qu'une démocratie peut fonctionner en oubliant sa minorité? Est-ce encore la démocratie lorsque 51% de la gestion du monde se fait et que 49%, pour prendre cet exemple un peu assez fréquent, somme toute. Hein, absolument, absolument. Le Brexit est un bon exemple. 52-48, c'est vrai. Alors justement, quels sont au fond les outils que l'on peut développer justement pour garantir le droit aux minorités? Je pense à un exemple précis, c'est quand l'Ukraine interdit dès 2014 la langue russe. Elle contribue bien sûr à une frustration dont n'est pas étranger le conflit actuel, par exemple. Et moi, je me suis souvent posé la question si, en tant que roman, on m'interdisait de parler ma langue, est-ce que je pourrais durablement l'accepter sans qu'une frustration devienne un jour source de conflit? Oui, enfin, dans le cas ukrainien, je ne suis pas sûr que... Pardon. Je ne suis pas sûr que la décision a été prise uniquement pour des motifs idéologiques. J'ai l'impression qu'il y avait aussi là un agenda local que je ne domine pas, que je ne connais pas. Mais comment est-ce qu'on protège les minorités dans une société? Eh bien, avec bienveillance, avec une volonté d'arriver à une solution stable. Pourquoi? Parce que la prospérité, si elle n'est pas durable, elle n'existe pas. Soit le futur est durable, soit il n'y a pas de futur. Et donc l'idée de composer avec tous les courants pour créer quelque chose qui puisse satisfaire en tout cas une grosse majorité de la population, ça me paraît être un principe de bonne gouvernance. S'il y a un petit village irréductible dans un petit coin qui va nous embêter toute la journée, il faut absolument qu'on aille vers eux, qu'on ouvre le dialogue et qu'on puisse travailler ensemble. Donc, sans vouloir éviter la question, on ne protège les minorités qu'en connaissance de cause, pas en les ignorant. Parmi les diverses actions que vous menez, il y a cet engagement aux côtés des communes. On vous a vu, par exemple, à Aigné, mentionner le rôle des communes dans le domaine de l'environnement. Donc, il y a aussi tout ce travail de fourmi qui est indispensable parallèlement aux décisions globales des grandes puissances. Oui, bien sûr. Toute organisation est basée sur l'individu qui dépend l'un de l'autre. Ce que nous avons essayé de faire à Aigné, que nous faisons dans une demi-douzaine d'autres communes maintenant, c'est cette idée de dire nous avons besoin d'une indépendance énergétique, et si nous voulons une indépendance énergétique, il va falloir utiliser les ressources que la commune a elle-même. Et pour moi, la dimension psychologique cruciale, c'est que ça permet à des petites communes, Aigné à 400 habitants, ça permet à des petites communes de reprendre leur destin en main et de justement pas faire ce qu'on nous disait tout à l'heure, pas ce côté de dire oui, c'est pas mon problème, moi j'y peux rien parce que les Russes, les Américains... On prend son destin en main en disant voilà, on va faire cet investissement, on va construire un chauffage à distance basé à Aigné et on va en prendre une possession de manière collective. La moitié, c'est la commune, l'autre moitié, c'est une coopérative locale avec des gens qui habitent sur place. Et ça permet aux gens qui habitent sur place de se réveiller le matin en disant ben voilà, j'ai fait quelque chose pour diminuer le CO2. Et ça, c'est crucial, parce qu'on sait bien que le CO2, c'est un gros danger vers le futur, mais être capable de pouvoir dire, voilà, moi, personnellement, individuellement, j'ai fait un effort, je crois que c'est très important. Et puis, alors, il y a
la surproduction, la pollution liée à cette surproduction, plastique en particulier. Ce qui m'intéresse, c'est que je prends l'exemple d'Igor Ustinov qui tout à coup décide qu'on peut recycler le PET, on peut en construire des maisons. Et là, vous donnez votre accord pour vous associer à cette initiative. Comment est-ce que vous êtes arrivé au fond à soutenir l'initiative d'Igor? Comment ça s'est passé concrètement? Alors, on passe dans un contexte un petit peu plus large. Pour moi, si nous voulons changer le système, il va falloir qu'on utilise le système tel qu'il existe. Donc, si on parle de la notion de succès comme étant juste du succès matériel, on fait du capitalisme traditionnel. Hein. On investit, quand ça marche, les actionnaires sont contents et on passe à autre chose. Ce que j'essaie de faire, c'est d'utiliser l'ingéniosité humaine, le génie entrepreneurial qui a détruit la planète, de l'utiliser pour la reconstruire. Comment est-ce qu'on peut se servir de tous ces éléments de marché qui ont fort bien marché pour essayer d'aller dans une direction plus positive? Alors, lorsque Igor vient me voir et me dit « André, on peut utiliser ces stocks de plastique dont nous savons quoi faire pour construire des maisons », ce qui permet d'épargner les ressources naturelles nécessaires pour construire des maisons si on n'avait pas de plastique, c'est-à-dire le sable pour le ciment, l'énergie pour faire ce ciment, le transport, etc. Si on arrive à utiliser une ressource qui est là, qui est artificielle, dont on ne sait pas quoi faire, pour quelque chose qui peut être utile pour l'humanité, eh bien, on crée cette espèce de système vertueux où on peut avoir un capitalisme positif. Donc, les Anglais diraient « business as a force for good », l'entreprise positive. Et cette entreprise positive dans ce contexte-là, ça m'intéresse beaucoup parce que chaque fois qu'on arrive à trouver une manière d'épargner la nature d'une manière ou d'une autre, ou peut-être même de la régénérer, on se retrouve dans une situation où on a de la peine à mettre des modèles d'affaires dessus. Là, il y en a un très beau. J'en connais un autre, par exemple, les certificats de carbone. Si je veux diminuer mon émission de carbone comme entreprise, je peux acheter ailleurs le droit de polluer en replantant des arbres, en absorbant du carbone ailleurs. C'est pas idéal, mais c'est un mécanisme. Ça nous permet de canaliser de l'argent vers la nature qui en a bien besoin. Cette nature qui crie son besoin aujourd'hui et qui au fond qui a sensibilisé toute une nouvelle génération, vous l'aidez par vos actions. Est-ce que, par contre, lorsqu'on voit, vous le citiez évidemment, Donald Trump qui nie ce problème climatique, est-ce que pour vous c'est un épiphénomène? Est-ce qu'au fond, l'absurdité de ce déni ne fera pas long feu? Et au fond, est-ce que les destructions annoncées et programmées et déjà réalisées sur le plan politique, sur le plan des soutiens aux organisations non gouvernementales, est-ce que cette destruction n'aura pas le temps de détruire nos bases de civilisation? Est-ce que vous êtes, en définitive, optimiste envers et contre tout? Oui, mais pas par raisonnement, pas par instinct. Mais vous savez, on parle de société, on parle de nature comme si c'était des choses différentes. La société sans nature n'existe pas. La nature est le système qui soutient la société. L'idée de Donald Trump de dire, par exemple, on va arrêter d'aider l'aide au développement, ça veut dire que quelques millions de personnes en Afrique vont mourir. C'est un meurtre. Et dans notre système actuel, on ne reconnaît pas ce genre de meurtre comme étant effectivement une activité. Un autre exemple, si je prends un pistolet que je fais partie de la mafia et que je tue mon voisin, je vais en prison. Si je suis propriétaire d'actions d'une entreprise qui pollue l'air, et le WHO, l'OMS nous dit que l'an dernier, 8 millions de personnes sont mortes de pollution de l'air. Chaque fois que j'achète une action d'une entreprise qui ne contrôle pas sa pollution, je fais partie de ce meurtre. Mais ce n'est pas reconnu. L'écocide n'est pas reconnu comme étant quelque chose d'existentiel. Et pourtant, c'est vraiment la réalité. Tout ce que j'essaye de faire quand nous parlons de ce genre de choses, c'est de remettre en quinconce, en harmonie, cette idée que nous avons un respect par rapport à l'extérieur et que ce respect, nous devons l'exprimer de toutes les manières possibles et imaginables. Alors,
comment être optimiste? Oui, peut-être que la preuve par l'absurde que le système tel qu'il est conçu est en train de s'autodétruire aux États-Unis est quelque chose qui peut nous permettre de voir un avenir meilleur. Mais il va falloir qu'on prenne l'opportunité, il va falloir qu'on construise ces scénarios, il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin. On dit souvent que les prisons, quelles qu'elles soient, ne sont jamais à l'abri de la possibilité de quelqu'un de s'enfuir, et c'est parfois aussi la liberté du prisonnier. Envers et contre tout, le prisonnier parvient à s'enfuir. Si on prend cette image-là par rapport je dirais, au système qui semble aujourd'hui emprisonner l'humanisme, est-ce qu'il n'y a pas quand même, au fond, une raison d'espérer qu'on inventera les moyens d'échapper à cet emprisonnement de nos valeurs humanistes? Je le souhaite tout autant que vous. Je pense que l'humanité s'est un petit peu accélérée, s'est un petit peu emballée il y a une cinquantaine d'années, quand on a commencé à parler de la gestion de l'entreprise basée uniquement sur le résultat financier, le business of business is business, le prix Nobel 1976 de Milton Friedman. Je pense que on pourrait revenir vers une relation un peu plus paisible avec l'entreprise. L'entreprise peut nous aider, l'entreprise peut permettre de créer cette prospérité durable dont nous avons déjà plusieurs fois parlé, mais ça ne sera possible qu'à partir du moment où nous appliquons ces principes humanistes, où nous appliquons cette notion de dire, voilà, l'entreprise, la société, on va faire société de manière positive pour le bien de tous. Et franchement, en ce moment, peut-être que l'expérience extrême que nous vivons aux États-Unis, le fait que la parole a été libérée, le fait que les grandes entreprises de produits pétroliers sont en train de dire on va arrêter de faire du non-polluant, on va continuer à creuser plus fort qu'auparavant, peut-être que tout ça ensemble va nous permettre de faire avancer la chose. Je ne sais pas. J'aimerais vous donner l'occasion de faire la conclusion de cet entretien. Alors, pour moi, il y a trois choses que nous devons absolument, auxquelles nous devons nous accrocher, et c'est ce que j'essaie de faire comme individu. D'abord, c'est bien comprendre le rôle que nous avons sur la planète, l'impact. Comment est-ce que nous pouvons mesurer l'impact sur le capital humain, le capital social et la nature? Comment est-ce que nous pouvons faire fonctionner ces trois choses, cette interdépendance, qu'on faut la mettre en évidence, ce qui nous permettra de prendre des décisions au bénéfice de tous. Cette idée de créer de la valeur uniquement sur un aspect de l'activité économique ne sera pas suffisant. Il faut vraiment qu'on ait une approche beaucoup plus systémique, beaucoup plus holistique de ce qui se passe autour de nous. Et ça inclut la démocratie dans le capital social, bien sûr. Deuxièmement, il faut absolument qu'on réalise que la nature est non seulement en danger, mais qu'elle est indispensable pour nous. On utilise la nature parce qu'elle est gratuite, mais on la perd parce qu'elle n'a pas de prix. Il va falloir qu'on puisse prendre cette nature en émettant une valeur et de la mettre sur le compte de pertes et profits de nos entreprises, sur le bilan de la planète. Si nous n'avons plus de nature, nous ne pouvons plus fonctionner. Et l'idée de mettre un prix sur la nature, qui est un anathème complet pour tous mes amis des ONG, est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse si on veut vraiment la traiter avec le respect dont elle a besoin. Et puis troisièmement, on en a parlé plusieurs fois pendant cette conversation, humilité et courage. Si nous ne trouvons pas la manière de prendre ces décisions, si nous n'arrivons pas à prendre des décisions qui vont nous permettre de perpétuer le système, eh bien, le futur n'est pas très long. André Hoffman, un grand merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Si vous souhaitez voir d'autres vidéoportraits, consultez le site Vitassumus qui met en ligne régulièrement nos interviews filmées réalisées à partir de 1978.